finalement dans ton vrai rôle, ma chérie. Tu es parfaite en domestique. C'était ton destin depuis le début. Je m'appelle Aurélis Auboisseau. J'ai 61 ans. Ce soir-là, mardi, je crois. Ou mercredi. Non, mardi. C'était un mardi de novembre. Il faisait déjà nuit à 8 heures. Mon gendre organisait une réception chez lui. Pour son travail, m'avait dit Lydiane. Des collègues importants. Son patron. Elle m'avait invité par politesse, je pense. On ne se voyait plus beaucoup depuis son mariage avec Édric, il y a 4 ans. J'ai sonné. Personne n'a ouvert. J'ai attendu peut-être 3 minutes devant la porte, mon manteau Burberry sous le bras parce qu'il ne faisait pas si froid. J'ai fini par pousser. La porte n'était pas verrouillée. Le salon était plein. Une quarantaine de personnes, costumes sombres, robes de cocktail, du champagne Veuve Clicquot dans des coupes en cristal, des canapés au foie gras sur des plateaux en argent. Et au milieu de tout ça, Lydiane, ma fille unique, 33 ans, diplômée de Sciences Po, ancienne consultante chez McKinsey, vêtue d'un tablier noir avec une petite coiffe blanche ridicule. Elle tenait un plateau. Elle circulait entre les invités. Elle servait, en silence. J'ai d'abord cru à une blague, un jeu. Ces jeunes font parfois des choses étranges lors des soirées. Mais non, son visage était fermé, ses yeux baissés, ses gestes mécaniques. Elle ne souriait pas, elle ne parlait à personne. Elle était une domestique. Je suis restée figée près de l'entrée. J'ai cherché Édric du regard. Il était au centre du salon, entouré de 5 ou 6 hommes en costume. Il riait fort, gesticulait, tenait un cigare dans une main, un verre dans l'autre. Il m'a vue. Son sourire s'est élargi. Il a fait signe à Lydiane de s'approcher. Elle a obéi. Elle s'est avancée vers lui avec son plateau, tête baissée. Édric a levé son verre. Il a parlé assez fort pour que tout le monde entende. Finalement, dans ton vrai rôle, ma chérie, tu es parfaite en domestique. C'était ton destin depuis le début. Quelques rires nerveux, quelques regards gênés. Lydiane n'a pas bougé. Moi non plus. J'ai senti quelque chose de froid descendre le long de ma colonne vertébrale. Pas de la colère. Pas encore. Plutôt une sensation de déréalisation. Comme si je regardais une scène qui n'aurait pas dû exister. Lydiane a continué à circuler avec son plateau. Personne n'a protesté. Personne n'a rien dit. Édric m'a regardé de loin. Il a levé son verre vers moi, comme pour trinquer. Avec ce sourire. Ce sourire que je détestais depuis le premier jour. J'ai avancé de quelques pas. Mes talons résonnaient sur le parquet Versailles. J'ai cherché du regard quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un qui aurait l'air normal, quelqu'un qui ne jouerait pas ce jeu absurde, et je l'ai vu. Un homme plus âgé, 65 ans environ, costume anthracite impeccable, cravate gris-perle, lunettes demi-lune, debout près de la cheminée, légèrement en retrait. Il ne riait pas. Il observait Édric avec une expression neutre, professionnelle. Je connaissais ce visage, pas personnellement, mais je l'avais vu dans les journaux, dans les dossiers que je consultais encore parfois, par habitude, même si j'avais pris ma retraite depuis 3 ans. Monsieur Calvat, directeur général adjoint de Thales Défense, le patron d'Édric. J'ai respiré lentement. J'ai remis une mèche de cheveux derrière mon oreille. J'ai traversé le salon, aussi calmement que possible, jusqu'à lui. Il m'a regardé approcher sans expression particulière. Juste une légère inclinaison de la tête. Polie, distante. Je me suis arrêtée à 1 mètre de lui. « Monsieur, puis-je vous parler un instant ?» Il a haussé les sourcils. Un peu surpris, peut-être. Il a jeté un coup d'œil rapide vers Édric, puis vers moi. « Bien sûr, madame. » J'ai souri. Un sourire calme, presque doux. Je me présente. Aurélis Auboisseau. J'ai laissé passer 2 secondes. 3. Son regard a changé. Pas immédiatement. Mais j'ai vu le moment exact où le nom a fait son chemin dans son esprit. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Auboisseau, Aurélis Auboisseau. J'ai acquiescé. Oui, ancienne directrice juridique de Dassault Aviation. J'ai travaillé 23 ans sur les contrats de défense avec le ministère.
Je connais bien Thalès. Et je connais surtout la clause de moralité et d'éthique professionnelle incluse dans vos contrats cadres. Votre fille m'a choisi. Vous ne pouvez rien y faire. Elle sait ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, c'est moi. Pas votre monde à vous. C'était 4 ans plus tôt. Lydiane venait de m'annoncer ses fiançailles, avec Édric. Un homme qu'elle connaissait depuis 6 mois. Je l'avais reçu dans mon bureau, boulevard Saint-Germain. J'avais voulu comprendre qui il était, d'où il venait, ses intentions. Il était arrivé en retard de 20 minutes, sans s'excuser. Costume mal coupé, chaussures bon marché, sourire trop large. Nous avions parlé 15 minutes. Enfin, j'avais posé des questions. Il avait répondu avec désinvolture, comme si tout cela l'amusait. À la fin de l'entretien, je lui avais dit poliment que je souhaitais que Lydiane prenne le temps de réfléchir avant de s'engager. Il avait ri. « Votre fille m'a choisi. Vous ne pouvez rien y faire. Elle sait ce qu'elle veut, et ce qu'elle veut, c'est moi, pas votre monde à vous. » Je n'avais rien répondu. Il était parti. Lydiane avait coupé les ponts avec moi pendant 8 mois, jusqu'au mariage. Je n'avais pas été invitée à la cérémonie. J'avais appris leur union par une carte postale reçue 3 semaines après. Depuis, je la voyais 2 ou 3 fois par an. Toujours brièvement, toujours dans des endroits neutres. Elle ne venait plus chez moi. Je n'étais jamais allée chez eux, jusqu'à ce soir. Monsieur Calvat me regardait maintenant avec une attention différente. Pas hostile, juste vigilante. Madame Auboisseau, je ne suis pas certain de comprendre où vous voulez en venir. Je n'ai pas souri cette fois. Oh, je pense que vous comprenez très bien, monsieur Calvat. Votre employé, monsieur Édric Malevoie, humilie publiquement sa femme devant vous, devant ses collègues, en la déguisant en domestique pour amuser ses invités. Ma fille a un diplôme de Sciences Po. Elle a travaillé chez McKinsey. Et ce soir, elle sert du champagne avec une coiffe de soubrette. Calvat n'a rien dit. Mais son regard s'est durci. J'ai continué, voix basse, posée. Thalès a une image à protéger. Votre entreprise travaille avec des gouvernements, des armées, des institutions internationales. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des cadres qui traitent leurs épouses comme du personnel domestique devant témoins. Surtout pas devant vous. Silence. Calvat a jeté un nouveau regard vers Édric. Cette fois, son expression était froide, clinique. Édric riait toujours, entouré de ses collègues. Il ne nous avait pas vu parler. Calvat a posé son verre sur le manteau de la cheminée, lentement. « Madame Auboisseau, je vous remercie pour cette information. » Il a fait un pas vers le centre du salon. Puis il s'est arrêté. Il s'est retourné vers moi. « Une dernière chose. Votre fille, elle va bien ?» J'ai regardé Lydiane. Elle était près du buffet, dos tourné. Ses épaules étaient légèrement affaissées. « Non, monsieur Calvat, elle ne va pas bien. » Il a acquiescé. Une seule fois. Puis il a traversé le salon. Vers Édric. Je n'ai pas bougé. Je suis resté près de la cheminée, à observer. Calvat s'est approché d'Édric. Il lui a parlé à voix basse. Juste quelques mots. Pas plus de 10 secondes. Le sourire d'Édric s'est figé. Il a regardé Calvat. Puis moi. Son visage est devenu blanc. Calvat a tourné les talons. Il a récupéré son manteau. Il est parti sans un mot, sans un regard pour personne. 3 autres hommes en costume l'ont suivi, puis un 4e, puis un 5e. En moins de 5 minutes, la moitié des invités avaient quitté la réception. Édric était resté planté au milieu du salon, verre à la main, cigare éteint, entouré de quelques collègues gênés qui ne savaient plus quoi dire. Lydiane s'était figée près du buffet, plateau encore dans les mains. Je me suis approchée d'elle. « Lydiane, viens. » Elle m'a regardée. Ses yeux étaient rouges. « Maman, viens. » Elle a posé le plateau. Elle a retiré la coiffe ridicule. Elle l'a laissée tomber par terre. Nous sommes sortis ensemble. Édric n'a rien dit. Il nous a juste regardé partir. Dans la voiture, Lydiane n'a pas parlé pendant 15 minutes. Puis, d'une voix très basse, « Qu'est-ce que tu lui as dit ?»« La vérité. » « Quelle vérité ? Que certains hommes oublient qu'il y a des limites, et que ces limites ne dépendent pas d'eux. Silence. Je conduisais lentement. Boulevard Maillot, puis Porte Dauphine. Il va me détester.
Il te détestait déjà, Lydiane. Elle n'a pas répondu. Nous sommes arrivés chez moi. Elle laisse monter. Elle s'est assise sur le canapé du salon. Elle a retiré ses chaussures. Je lui ai préparé du thé. Darjeeling, celui qu'elle aimait quand elle était petite. Elle l'a bu en silence. Puis elle a dit « Je ne voulais pas que tu vois ça. » Je sais. Il dit que je ne sers à rien, que je ne travaille plus, que je ne rapporte rien, que la moindre des choses, c'est que je me rende utile. J'ai posé ma tasse. Depuis combien de temps? 1 an. Peut-être plus. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Elle a haussé les épaules. Parce que tu me l'avais dit, dès le début. Tu m'avais dit qu'il n'était pas bien pour moi. Ce n'est pas une raison pour rester. Je sais. Elle a bu une gorgée, puis une autre. Maman, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je ne sais pas. Mensonge, je savais très bien. Calvat n'était pas idiot. Il avait compris. Il avait vu. Et surtout, il avait été vu. Édric venait de commettre une faute professionnelle majeure. Pas juridiquement, peut-être, mais moralement, socialement, politiquement. Dans le monde de la défense, l'image compte autant que les compétences, peut-être plus. Un cadre qui humilie publiquement sa femme devant son directeur général adjoint, ce n'est pas un homme fiable, ce n'est pas un homme qu'on promeut, ce n'est pas un homme qu'on garde. Lydiane s'est endormie sur le canapé vers minuit. Je l'ai couverte avec un plaid en cachemire. Puis je suis allée dans mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai cherché le numéro de téléphone d'une ancienne collègue, directrice des ressources humaines chez Thales. Nous avions travaillé ensemble sur un audit de conformité il y a 6 ans. Je lui ai envoyé un message, très court. « Bonsoir Céline, j'espère que tu vas bien. J'aurais besoin d'un conseil confidentiel concernant un cadre de ta maison. Pourrions-nous déjeuner cette semaine? Bise. Aurélis. » Réponse en moins de 2 minutes. « Aurélis, quelle surprise. Bien sûr. Mercredi midi, chez Georges? Bise. » J'ai fermé l'ordinateur. Je suis allé me coucher, mais je n'ai pas dormi. Le mercredi, j'ai déjeuné avec Céline Brochard chez Georges, place du Palais Bourbon. Une table discrète, au fond. Céline est arrivée avec 10 minutes de retard, comme toujours. Tailleur Chanel noir, chignon strict, lunettes Cartier. On s'est embrassés. 3 bises, pas 2. Vieille habitude entre nous. Aurélis, ça fait combien? 3 ans? Presque 4. On a commandé. Sole meunière pour elle, salade niçoise pour moi, un chablis à partager. On a parlé de tout, de rien, de nos retraites respectives, de la politique, des anciens collègues. Céline était toujours dans le circuit, même à la retraite. Consultante indépendante. Elle intervenait encore chez Thales 2 jours par semaine. Après le plat principal, elle a posé sa fourchette. « Bon, tu ne m'as pas invité pour parler de la météo. C'est quoi cette histoire de cadre chez nous ?» J'ai bu une gorgée de vin. « Édric Malvois, tu le connais ?» Elle a froncé les sourcils. « Malvois, oui, jeune cadre, direction des ventes internationales, ambitieux, brillant sur le papier, un peu, comment dire, rugeux dans les rapports humains. C'est mon gendre. » Céline a posé son verre. « Ah, il a organisé une réception lundi soir. Calvat était présent, ainsi que d'autres collègues. Mon gendre a jugé amusant de déguiser ma fille en domestique et de l'humilier devant tout le monde. » Céline n'a rien dit pendant 5 secondes. Puis, « Calvat était présent? » « Oui. »« Et il a vu? » ?»« Il a vu. J'ai parlé avec lui. Brièvement. Il est parti immédiatement après. » Céline a pris son verre, mais ne l'a pas bu. Elle l'a juste tenu dans sa main, regard fixe. « Aurélis, tu sais ce que ça signifie. » « Je sais. Calvat ne laisse jamais passer ce genre de choses, surtout pas devant témoins. C'est un homme de principe, rigide, inflexible. »« Je sais. » Céline a posé son verre. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? » ?»« Rien. Je veux juste savoir ce qui va se passer. » « Tu veux savoir si Malvois va sauter? » ?»« Oui. » Céline a souri. Pas un sourire heureux, un sourire amer, professionnel. « Il va sauter. Pas immédiatement. Ça prendra 3 mois, peut-être 6.
Thalès ne vire jamais personne brutalement. Trop risqué juridiquement. Mais il sera mis au placard. Projet mineur. Responsabilité réduite. Jusqu'à ce qu'il parte de lui-même ou qu'on trouve un prétexte recevable. J'ai acquiescé. Et ma fille? Quoi, ta fille? Elle est encore avec lui? Légalement mariée? Communauté de biens? Céline a haussé les épaules. Aurélis, je ne suis pas avocate familiale, mais si j'étais toi, je lui conseillerais de consulter quelqu'un rapidement, parce que quand Malvois va comprendre que sa carrière est finie, il ne va pas bien réagir. Lydiane est restée chez moi pendant 5 jours. Elle ne parlait presque pas. Elle mangeait peu. Elle passait ses journées sur le canapé, à regarder son téléphone sans vraiment le regarder. Édric l'appelait 10 fois par jour. Elle ne répondait jamais. Le samedi matin, elle m'a dit « Je dois y retourner ». Pourquoi? Parce que c'est ma maison, parce que j'ai des affaires là-bas, parce que je ne peux pas rester ici éternellement. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Je sais, mais je dois y retourner. Au moins pour parler avec lui. Je n'ai pas insisté. Elle est partie en fin d'après-midi. J'ai proposé de l'accompagner. Elle a refusé. Lundi soir, Lydiane m'a appelé. 23h40. Je dormais déjà. Maman? Sa voix tremblait. Qu'est-ce qui se passe? Il a cassé des choses. Il a crié. Il dit que c'est ta faute. Que tu as tout détruit. Que Calvat ne lui parle plus. Que ses collègues l'évitent. Que je suis une traîtresse. Où tu es? Dans la chambre. J'ai fermé la porte à clé. Il est dans le salon. Il boit. Il crie encore, mais moins fort maintenant. Tu veux que je vienne? Non, ça va, je voulais juste te parler. On est resté au téléphone pendant 20 minutes, sans vraiment parler. Juste être là, ensemble. Puis elle a dit « Je vais dormir, ça va aller. » Tu es sûre? Oui. Elle a raccroché. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel. Numéro inconnu. Madame Auboisseau? Oui? Maître Vincent Deluc, cabinet Deluc, un associé. Votre fille m'a contacté ce matin. Elle souhaiterait engager une procédure de divorce. Elle m'a dit que vous pourriez peut-être l'aider financièrement pour les honoraires. J'ai fermé les yeux. Oui, bien sûr. Quand pouvons-nous nous rencontrer? Jeudi après-midi? Parfait. Jeudi, je suis allée au cabinet avec Lydiane. 15e arrondissement, immeuble moderne, bureau impeccable. Maître Deluc était une femme d'une 50aine d'années. Cheveux courts, tailleur gris anthracite, regard perçant. Elle nous a reçus dans une salle de réunion sobre, table en verre, fauteuil en cuir. Elle a posé des questions. Beaucoup de questions. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 4 ans. Avez-vous des enfants? Non. Régime matrimonial? Communauté réduite aux acquets? Patrimoine commun? Un appartement à Neuilly, valeur estimée 1,2 million d'euros, crédit en cours. Revenu? Édric gagne environ 95 000 euros bruts par an. Lydiane ne travaille plus depuis 2 ans. Maître Deluc prenait des notes, méthodiques, précises. Des violences physiques? Lydiane a hésité. Non, pas vraiment. Il crie, il casse des choses, mais il ne m'a jamais touchée. Enfin, pas de manière violente. Des violences psychologiques? Silence. Oui. Pouvez-vous détailler? Lydiane a parlé pendant 15 minutes. Les humiliations, les insultes, les contrôles, l'isolement social, l'obligation de servir lors des réceptions. Les remarques constantes sur son inutilité, son poids, son apparence. La culpabilisation permanente. Maître Deluc écoutait sans interrompre. À la fin, elle a posé son stylo. Madame Malvois, ce que vous décrivez relève de violences psychologiques caractérisées. Nous pouvons engager une procédure de divorce pour faute. Cela prendra du temps, peut-être 18 mois, peut-être 2 ans. Mais nous avons des éléments solides. Combien de temps avant qu'il sache? La requête sera déposée dans 3 semaines. Il sera convoqué par huissier. À partir de ce moment-là, il saura. Lydiane a acquiescé.
Et l'appartement? Si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de M. Malvois, ce qui est probable vu les éléments que vous m'avez donnés, vous pourrez demander une attribution préférentielle du bien, ou alors une liquidation avec partage équitable. Cela dépendra de sa situation financière au moment du jugement. J'ai posé une question. Et si sa situation financière se dégrade significativement d'ici là? Maître Desluc m'a regardé. Alors le partage sera plus complexe, mais cela pourrait jouer en votre faveur, Madame Malvois, si vous pouvez prouver que cette dégradation est due à des comportements irresponsables de sa part. En sortant du cabinet, Lydiane était pâle. « Maman, tu crois que j'ai bien fait ?»« Oui. »« J'ai peur. »« Je sais. Il va devenir fou quand il va savoir. »« Probablement. » On a marché jusqu'à ma voiture. J'ai déverrouillé les portières, Lydiane est montée, elle a attaché sa ceinture, puis elle a dit « Tu savais qu'il allait perdre son travail, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Je savais que c'était possible. « Tu l'as fait exprès ?» Non. J'ai juste dit la vérité à quelqu'un qui avait besoin de l'entendre. Lydiane a regardé par la fenêtre. Parfois, je me demande si tu es vraiment ma mère ou juste une stratège. J'ai démarré la voiture. Les deux, peut-être. On est rentrés en silence. 3 semaines plus tard, Édric a reçu la convocation. Lydiane me l'a dit par téléphone, voix blanche. Il a tout cassé, la table du salon, des assiettes, des verres. Il a hurlé pendant 1 heure, puis il est parti. Je ne sais pas où. Tu es en sécurité? Oui. J'ai changé les serrures hier. Maître Desluc m'avait conseillé de le faire avant qu'il reçoive les papiers. Bien? Maman, il m'a envoyé un message. Il dit que c'est toi, que tu as tout manigancé, que tu as détruit sa vie. Il a raison. Silence. Quoi? Il a raison, Lydiane, j'ai détruit sa vie, parce qu'il détruisait la tienne. Elle n'a rien dit pendant 10 secondes. Puis, merci. 2 mois plus tard, j'ai reçu un appel de Céline. Aurélis, c'est moi. Je voulais te prévenir. Malvois a été licencié ce matin. Officiellement pour insuffisance professionnelle. Officieusement. Tu sais pourquoi. Il va toucher quelque chose? Indemnité légale. Environ 30 000 €, c'est tout. Merci Céline. De rien. Et, Aurélis? Oui? Ta fille, elle va bien? Elle va mieux. Tant mieux. Parce que lui, il ne va pas bien du tout. Lydiane a emménagé définitivement chez moi en mars. Pas parce qu'elle le voulait vraiment. Plutôt parce qu'elle ne pouvait plus rester à Neuilly. Édric passait devant l'appartement tous les jours. Parfois 2 fois par jour. Il ne sonnait pas. Il restait juste là, dehors, pendant 10-20 minutes, à attendre, à regarder les fenêtres. La première fois, Lydiane avait appelé la police. Ils étaient venus. Ils avaient parlé avec Édric. Il était parti, gentiment, en souriant même. « Pardon, messieurs, je voulais juste parler avec ma femme. C'est tout. » La police n'avait rien pu faire. Techniquement, il ne faisait rien d'illégal. Il se tenait sur la voie publique. Il ne menaçait personne. Il ne criait pas. Maître Desluc avait conseillé de demander une ordonnance de protection. Lydiane avait refusé. Ça va juste l'énerver encore plus. Peut-être, mais au moins on aura un cadre légal. Non, pas encore. Alors elle était venue chez moi, avec 2 valises, ses papiers importants, quelques vêtements, c'est tout. Les premières semaines, elle ne sortait presque pas. Elle restait dans la chambre d'amis, elle lisait, elle regardait des séries, elle dormait beaucoup. Je ne disais rien, je la laissais faire. Un matin, je l'ai trouvée dans la cuisine, assise à la table, devant une tasse de café froid. Elle regardait son téléphone. Il m'a envoyé 43 messages cette nuit. Tu as répondu? Non. Qu'est-ce qu'il dit? Toujours la même chose. Que je suis une lâche, que je me cache derrière toi, que tu me contrôles, que je ne suis rien sans lui, que personne ne voudra de moi, que je vais le regretter. Elle a posé le téléphone. Maître Desluc dit que je devrais tout capturer, garder des preuves, pour le dossier. Et tu le fais? Oui, mais parfois je me demande si ça sert à quelque chose, parce que lui, il n'arrête pas, jamais.
même quand je ne réponds pas. J'ai préparé du thé. Earl Grey. Lydiane l'a bu en silence. Puis elle a dit « Tu crois qu'il va vraiment venir ici ?» Je ne sais pas. Mensonge. Je savais qu'il viendrait, tôt ou tard. Il est venu un jeudi soir, 20h30. J'étais dans le salon, en train de lire. Lydiane était dans sa chambre. On a sonné. J'ai regardé par l'œilleton. Édric. Costume froissé, cravate desserrée. Barbe de 3 jours. Il avait maigri. Ses yeux étaient rouges. Il a sonné à nouveau. Je n'ai pas ouvert. « Aurélis, je sais que vous êtes là. Ouvrez !» J'ai attendu. « Aurélis, s'il vous plaît, je veux juste parler avec Lydiane. Juste 5 minutes. C'est tout. » Silence. « Aurélis, ouvrez cette porte immédiatement !» Sa voix montait. « Vous ne pouvez pas me la prendre. C'est ma femme. Vous m'entendez? Ma femme !» Lydiane est sortie de sa chambre. Elle était pâle. « Maman, retourne dans ta chambre. » Mais, Lydiane, retourne dans ta chambre. Elle a obéi. Édric continuait à crier, à frapper contre la porte, pas violemment, juste désespérément. « S'il vous plaît, laissez-moi lui parler. Juste une fois, je promets que je ne crierai pas. Je veux juste lui expliquer. Elle ne comprend pas. Elle ne comprend rien. C'est vous qui lui avez mis des idées dans la tête. C'est vous qui avez tout détruit. » J'ai pris mon téléphone. J'ai composé le 17. « Bonsoir. J'ai un homme devant chez moi qui refuse de partir. Il frappe à ma porte et crie depuis 5 minutes. Je me sens menacée. » L'opératrice a pris mes coordonnées. Elle m'a dit qu'une patrouille arriverait dans 10 minutes. Édric criait toujours. « Aurélis, vous m'entendez? Vous êtes une manipulatrice. Vous avez détruit ma vie. Vous avez monté ma femme contre moi. Vous !» Il s'est arrêté brusquement. J'ai regardé par l'œilleton. Il s'était assis par terre, dos contre le mur, la tête entre les mains. Il pleurait. La police est arrivée 8 minutes plus tard. 2 agents, un homme, une femme. Ils ont parlé avec Édric, calmement, professionnellement. Édric s'est levé. Il a essuyé ses yeux. Il a parlé doucement, poliment. « Pardon, je voulais juste voir ma femme. Je ne voulais pas déranger. Je suis désolé. » Les agents lui ont demandé de partir. Il a accepté. Avant de descendre les escaliers, il s'est retourné vers ma porte. Il a dit, assez fort pour que j'entende, « Un jour, Aurélis. Un jour, vous comprendrez ce que vous avez fait. » Puis il est parti. Lydiane n'est pas sortie de sa chambre ce soir-là. Elle n'a pas mangé non plus. Le lendemain matin, elle m'a dit « Je veux qu'on demande l'ordonnance de protection. Tu es sûr ?»« Oui. » Maître Desluc a déposé la demande le lundi suivant. Audience prévue 2 semaines plus tard. Entre-temps, Édric a continué à envoyer des messages, moins nombreux, plus courts, plus étranges. « Tu te souviens de notre première soirée à Deauville ? C'était bien, non ? J'ai gardé la photo de notre mariage, celle où tu ris. Tu étais si belle. Pardon pour tout, je ne voulais pas te faire du mal. » Lydiane me les montrait. Elle ne savait pas comment réagir. « Il est en train de craquer, non ? Oui, ça me fait peur. Je sais. L'audience pour l'ordonnance de protection a eu lieu un mercredi matin. Tribunal de grande instance, 16e arrondissement. Salle d'audience petite, mur blanc, lumière froide. Édric était là, avec un avocat. Un homme jeune, costume noir brillant, mallette en simili-cuir. Lydiane était assise à côté de Maître Desluc. Moi, j'étais dans le public, derrière elle. Le juge était une femme, 55 ans environ, lunettes rectangulaires, robe noire impeccable. Elle a lu le dossier, calmement, en silence, pendant 5 minutes. Puis elle a levé les yeux. « Monsieur Malevoy, avez-vous quelque chose à dire ?» Édric s'est levé. Il a inspiré profondément. « Madame la juge, je veux juste dire que j'aime ma femme. Je l'ai toujours aimée. Je reconnais que j'ai fait des erreurs. Beaucoup d'erreurs. Mais je ne lui ai jamais fait de mal physique. Jamais. Je voulais juste lui parler.
C'est tout. Je ne comprends pas pourquoi elle a si peur de moi. La juge a regardé Lydiane. Madame Malvoie? Lydiane s'est levée, voix tremblante. Madame la juge, Mon mari m'a humiliée publiquement. Il m'a isolée de mes amis, de ma famille. Il contrôlait tout ce que je faisais, tout ce que je disais. Et maintenant qu'on est séparés, il me harcèle. 40 messages par nuit. Il passe devant chez ma mère tous les jours. Il est venu frapper à la porte en criant. J'ai peur de ce qu'il pourrait faire. Édric a secoué la tête. Non, c'est faux. Je voulais juste parler. C'est sa mère. C'est elle qui lui met ses idées dans la tête. C'est elle qui... La juge a levé la main. Monsieur Malvoie, taisez-vous. Édric s'est tu. La juge a relu quelques pages du dossier. Puis elle a dit « L'ordonnance de protection est accordée. Monsieur Malvoie, vous n'avez plus le droit de contacter Madame Malvoie par quelque moyen que ce soit. Vous n'avez plus le droit de vous approcher de son domicile à moins de 100 mètres. Toute violation de cette ordonnance entraînera des poursuites pénales. Est-ce clair ?» Édric était figé. « Monsieur Malvoie, est-ce clair ?» « Oui. » En sortant du tribunal, Lydiane tremblait encore. Maître Desluc lui a serré la main. « Vous avez fait ce qu'il fallait. Maintenant, s'il viole l'ordonnance, on pourra vraiment agir. » Lydiane a acquiescé. On est rentrés en taxi. Lydiane regardait par la fenêtre, silencieuse. Puis elle a dit « Tu crois qu'il va respecter l'ordonnance ?»« Non. » Elle a tourné la tête vers moi. « Pourquoi ?» Parce que les hommes comme lui ne respectent jamais rien. J'avais raison. 3 jours plus tard, Lydiane a reçu un message. 4 heures du matin. Je sais que je n'ai pas le droit, mais je ne peux pas vivre sans toi. Pardon. Elle me l'a montré au petit déjeuner. Il viole l'ordonnance. Oui, qu'est-ce qu'on fait? On transfère le message à Maître Desluc, elle s'occupera du reste. Lydiane a hoché la tête, mais son regard était vide. Maman, quand est-ce que ça va finir? Je n'ai pas répondu, parce que je ne savais pas. Maître Desluc a déposé une plainte pour violation de l'ordonnance de protection. Convocation au commissariat pour Édric. Audition. Avertissement formel. Ça n'a servi à rien. Les messages ont continué, moins fréquents, mais plus dérangeants. J'ai perdu mon travail à cause de toi, de ta mère. Vous êtes contente maintenant? Je n'ai plus rien, plus d'argent, plus d'avenir. Tu as tout pris. Un jour, tu comprendras ce que tu m'as fait. Lydiane ne répondait jamais. Elle transférait tout à Maître Desluc. Qui transférait tout au procureur? Qui ne faisait rien de vraiment efficace. Avril est passé, puis mai. Lydiane ne sortait toujours presque pas. Elle avait maigri. Elle dormait mal. Parfois, je l'entendais pleurer la nuit, dans sa chambre. Un matin, je lui ai dit « Tu devrais voir quelqu'un, un thérapeute. » Elle a haussé les épaules. Pour dire quoi? Que j'ai épousé le mauvais homme? Que je n'ai pas écouté ma mère? Que ma vie est foutue? Lydiane? Non, maman. Je sais ce que tu penses. Tu penses que je suis faible, que je me laisse détruire, que je devrais être plus forte. Je ne pense pas ça. Si, tu le penses, tout le monde le pense. Elle est retournée dans sa chambre. En juin, j'ai reçu un appel de Maître Desluc. Madame Auboisseau, j'ai une mauvaise nouvelle. Édric Malvoie a déposé une demande reconventionnelle. Il demande le divorce au tort partagé. Et il réclame une part de l'appartement ainsi qu'une prestation compensatoire. Pardon? Il prétend que votre fille l'a poussé à bout, que c'est son départ qui a causé sa dépression et la perte de son emploi. Il demande 50 000 € de dommages et intérêts. J'ai fermé les yeux. C'est ridicule. Oui, mais il a un avocat, et cet avocat est compétent. Ils vont essayer de faire traîner la procédure, de vous épuiser financièrement, de négocier un arrangement à l'amiable où Édric récupère une partie du patrimoine. Combien de temps? Avec cette demande reconventionnelle? Au moins 2 ans, peut-être 3. Lydiane a très mal pris la nouvelle. Elle s'est enfermée dans sa chambre pendant 2 jours. Elle ne mangeait plus. Elle ne parlait plus. Le 3e jour, je suis entrée sans frapper. Elle était assise sur le lit, adossée au mur, genoux repliés. Lydiane. Elle n'a pas levé les yeux.
Je suis fatiguée, maman. Je sais. Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que c'est. D'avoir peur tout le temps, de recevoir un message et de sentir ton cœur s'arrêter. De te demander quand il va faire quelque chose. Pas si, quand. Je me suis assise à côté d'elle. Il ne fera rien. Tu n'en sais rien. Si. Comment tu peux en être sûr? Parce que les hommes comme Edric sont des lâches. Ils crient, ils menacent, ils harcèlent, mais ils ne passent jamais vraiment à l'acte, parce qu'ils ont trop peur des conséquences. Lydiane a tourné la tête vers moi. Et si tu te trompes? Je n'ai rien répondu, parce que je ne pouvais pas lui promettre que je ne me trompais pas. Juillet, canicule. Paris était vide. Tout le monde était parti en vacances, sauf nous. Lydiane refusait de sortir de la ville. Et s'il se passe quelque chose? Et si l'avocat a besoin de me joindre? On est restés, enfermés dans l'appartement. Climatisation à fond, volets fermés. Un après-midi, on a regardé un film ensemble. Une comédie romantique américaine, insipide, prévisible. Lydiane a pleuré à la fin. Pourquoi tu pleures? C'est une comédie. Je sais, c'est idiot. Elle a essuyé ses yeux. Je pleure parce que j'ai cru à ça, au prince charmant, à l'amour qui sauve tout. J'ai cru qu'Edric était différent, qu'il m'aimait vraiment. Il t'aimait peut-être, à sa façon. Non, il ne m'aimait pas. Il aimait l'idée de moi, la fille de bonne famille, le trophée. Mais moi, la vraie moi, il ne m'a jamais vue. Août. Toujours cette chaleur écrasante. Un matin, le concierge de l'immeuble a sonné à l'interphone. « Madame Auboisseau, il y a un monsieur qui demande à vous voir. Il dit qu'il s'appelle Edric Malvois. » Mon sang s'est glacé. « Où est-il ? » ?»« Dans le hall d'entrée. Ne le laissez pas monter. Appelez la police. » Il dit qu'il veut juste parler, qu'il ne fera rien. Il a l'air calme. J'ai dit « Appelez la police. » Lydiane était sortie de sa chambre. Elle avait entendu. « Il est là ? » ?»« Oui. » »« Qu'est-ce qu'il veut ? » ?»« Je ne sais pas. » On est resté là, debout dans l'entrée, à attendre. 10 minutes plus tard, l'interphone a sonné à nouveau. « Madame Auboisseau, la police est là. Monsieur Malvois est parti. Il a dit quelque chose ? » ?»« Oui, il a demandé que je vous transmette un message. »« Quoi ? » ?»« Dites à Lydiane que je ne lui en veux plus, que je comprends, que je lui souhaite d'être heureuse. » Lydiane s'est effondrée. Pas violemment, juste, lentement. Elle s'est assise par terre, dos contre le mur. « C'est fini. »« Quoi ? » ?»« C'est fini. Il a abandonné. Il ne reviendra plus. » »« Tu ne peux pas savoir ça. »« Si, je le sais. Ce message, c'est un adieu. Il lâche prise. » Elle a levé les yeux vers moi. « Je devrais être soulagée, non ? » ?»« Oui. »« Alors pourquoi j'ai envie de pleurer ? » Je me suis assise à côté d'elle, parce que c'est plus compliqué que ça, parce qu'on ne peut pas effacer 4 ans de vie comme ça, même quand ces 4 ans étaient horribles. Lydiane a posé sa tête sur mon épaule. On est resté comme ça pendant longtemps. Septembre, rentrée. Paris se remplissait à nouveau. Lydiane a commencé à sortir, pas beaucoup. Juste des petites promenades, jardin du Luxembourg, quai de Seine. Un après-midi, elle est rentrée avec des courses, du pain, des fruits, du fromage. Je me suis dit qu'on pourrait cuisiner ce soir, ensemble. J'ai souri. Bonne idée. On a préparé un gratin dauphinois. Rien d'extraordinaire. Mais c'était agréable, normal. Pendant le dîner, Lydiane a dit « J'ai appelé une ancienne collègue de McKinsey. On a discuté. Elle m'a dit qu'ils cherchèrent des consultants freelance pour des missions ponctuelles. Elle pense qu'ils pourraient avoir quelque chose pour moi. C'est bien. Oui, enfin, je ne sais pas si je suis prête, mais peut-être, bientôt. » Octobre. L'audience de conciliation pour le divorce a été fixée au 12 novembre. Maître Desluc nous a briefés. Edric va probablement proposer un arrangement. Il sait qu'il n'a aucune chance d'obtenir gain de cause sur les torts partagés. Mais il va essayer de négocier une sortie honorable, un peu d'argent, une part symbolique de l'appartement. Et si on refuse ? Alors on ira au procès. Ça prendra 2 ans de plus. Et ça coûtera beaucoup d'argent, à vous deux.
Lydiane m'a regardé. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça dépend de toi. Si tu veux tourner la page rapidement, on négocie. Si tu veux obtenir justice complète, on va jusqu'au bout. Lydiane a réfléchi. Je veux tourner la page. L'audience de conciliation a eu lieu un mardi matin. Même tribunal, même juge. Édric était là. Il avait encore maigri. Costume trop grand. Cravate mal nouée. Il ne m'a pas regardé. Il a juste fixé Lydiane. La juge a proposé une médiation. Édric a accepté. Lydiane aussi. On s'est retrouvés dans une petite salle. Juge, avocat. Nous. Édric a parlé en premier. Voix basse. Fatigué. Je ne veux plus me battre. Je veux juste recommencer. Avoir assez d'argent pour repartir. C'est tout. Son avocat a présenté une proposition. Édric renonçait à tout droit sur l'appartement. En échange, Lydiane lui versait 40 000 €. Maître Desluc a regardé Lydiane. C'est acceptable. Vous pouvez emprunter cette somme en garantissant sur l'appartement. Vous serez libéré dans 6 mois. Lydiane a hoché la tête. D'accord. Édric a fermé les yeux, comme soulagé. La juge a validé l'accord. Le divorce sera prononcé dans 3 mois, aux torts exclusifs de Monsieur Malevoie, avec versement d'une somme forfaitaire de 40 000 €. Pas de prestations compensatoires, pas d'autres réclamations possibles. C'était fini. En sortant du tribunal, Édric nous a rattrapés dans le couloir. Lydiane. Elle s'est arrêtée, sans se retourner. Je voulais juste dire pardon, pour tout. Lydiane n'a pas répondu. Édric a attendu quelques secondes. Puis, il est parti. Lydiane a murmuré « Moi aussi, je suis désolée ». Mais il était déjà trop loin pour l'entendre. Le divorce a été prononcé en février, un mardi matin. Lydiane et moi n'y sommes même pas allés. Maître Desluc nous a représentés. Elle nous a appelés à midi. C'est fait. Vous êtes officiellement divorcée, Madame Malevoie. Enfin, Madame Auboisseau, maintenant. Lydiane a repris son nom de jeune fille. Elle a refait ses papiers. Carte d'identité, passeport, carte bancaire. Comme si elle effaçait ses 4 années. Elle ne m'a rien dit ce jour-là. Elle est allée dans sa chambre. Je l'ai entendue pleurer. Pas longtemps. Peut-être 10 minutes. Puis plus rien. Le versement des 40 000 € a été fait en mars. Lydiane a dû emprunter. La banque a accepté facilement. L'appartement de Neuilly valait largement le prêt. Édric a encaissé l'argent. Il n'a envoyé aucun message, aucun remerciement. Rien. Il avait disparu. Lydiane a essayé de le chercher sur les réseaux sociaux. Une fois. Juste une fois. Il a supprimé tous ses comptes. LinkedIn, Facebook, tout. Tant mieux. Oui, tant mieux. Mais elle avait l'air, je ne sais pas. Déçue? Non. Plutôt vide. Avril. Lydiane a commencé une mission de consultance, 3 mois, pour une banque privée. Analyse de risque sur des investissements en Asie. Elle partait tous les matins à 8 heures. Tailleur strict. Cheveux attachés. Maquillage discret. Elle revenait le soir vers 19 heures, fatiguée, mais moins absente. Un soir, elle m'a dit « Ça fait du bien, de retravailler, de me sentir utile. » « Tu as toujours été utile. » « Non, pas ces 2 dernières années. J'étais juste là, une décoration, un objet. » Elle a bu une gorgée de vin. Avec Édric, j'avais oublié qui j'étais. Je crois qu'il voulait ça, que j'oublie. Mais Lydiane a commencé à parler de retourner vivre seule. « Je ne peux pas rester ici éternellement, maman. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Je sais, mais j'ai besoin de retrouver mon indépendance, de ne plus avoir peur, de ne plus me cacher. Tu veux retourner à Neuilly? Non, jamais. Trop de souvenirs. Je vais vendre l'appartement, chercher autre chose, plus petit, ailleurs. » Elle a réfléchi. Peut-être le Marais, ou Montmartre, un endroit où je pourrais recommencer. En juin, l'appartement de Neuilly a été mis en vente. 1,3 million €. Il s'est vendu en 3 semaines. 1,25 million après négociation. Après remboursement du crédit et des frais divers, Lydiane s'est retrouvée avec environ 850 000 €.
Elle a acheté un 2 pièces à Montmartre, rue Le Pic, 48 mètres carrés. Dernier étage, vue sur les toits, lumière magnifique. Elle a emménagé début juillet, seule. Je l'ai aidée pour le déménagement. Cartons, meubles, vaisselle. Quand tout a été installé, elle s'est assise sur le canapé. Elle a regardé autour d'elle. C'est petit. Oui, mais c'est à moi. Oui. Elle a souri. Pour la première fois depuis longtemps. Juillet. Août. Lydiane semblait mieux. Pas complètement, mais mieux. Elle sortait. Elle voyait des amis, anciens collègues de McKinsey, quelques personnes qu'elle avait perdues de vue pendant son mariage. Un soir, elle m'a appelée. « Maman, j'ai une question bizarre. »« Vas-y. »« Est-ce que tu m'en veux ?»« De quoi ?»« D'avoir épousé Edric. De ne pas t'avoir écouté. » J'ai réfléchi. « Non, je ne t'en veux pas. Même après tout ce qui s'est passé. Même après tout ce qui s'est passé. » Silence. « Maman, merci. Pour tout. » De rien. Septembre. Lydiane a décroché un CDI dans un cabinet de conseil en stratégie. Plus petit que McKinsey, mais solide. Salaire correct. Perspectives intéressantes. Elle était heureuse. Vraiment heureuse. Un samedi, elle est venue déjeuner chez moi. Elle avait apporté du champagne. On fait quoi ? Ma nouvelle vie. On a trinqué. Elle m'a raconté son travail, ses nouveaux collègues, ses projets. Elle parlait vite, avec enthousiasme, comme avant, comme quand elle était jeune. À un moment, elle s'est arrêtée. « Quoi ? Rien, c'est juste... Tu souris ?» Je souris toujours. « Non, pas comme ça. Octobre. Je suis allée à Montmartre. Lydiane m'avait invitée à dîner. Chez elle, elle avait cuisiné, blanquette de veau, légumes glacés, tarte aux pommes. C'était délicieux. Après le dîner, on s'est installé sur le canapé. Elle a mis de la musique, du jazz. Miles Davis. « Maman, je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr. Pourquoi tu ne t'es jamais remariée, après papa ?» J'ai bu une gorgée de vin, parce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui valait la peine. « Tu n'as jamais été seule ?»« Seule ? Non, j'ai eu des compagnies, mais rien de sérieux. » Pourquoi ? Parce que j'avais déjà tout ce dont j'avais besoin. Mon travail, mes amis, toi. Lydiane a posé sa tête sur mon épaule. « Tu ne regrettes pas ?» Jamais. Novembre, j'ai reçu un appel de Céline Brochard. « Aurélis, c'est moi. Je voulais te donner des nouvelles. D'Edric Malvois. » Mon cœur s'est serré. « Quoi ? Il a quitté la France. Il est parti en Belgique, Bruxelles. Il a trouvé un poste dans une petite boîte de conseil. Rien d'extraordinaire. Mais c'est un nouveau départ pour lui. Ah ! Je me suis dit que tu voudrais savoir. Pour ta fille. Merci Céline. » J'ai raccroché. J'ai hésité. Puis j'ai appelé Lydiane. « Allô ? Lydiane. C'est moi. Je viens d'apprendre qu'Edric a quitté la France. Il est en Belgique. » Silence. « Lydiane ? Oui, je suis là. Tu vas bien ? Oui, je vais bien. » Autre silence. « Maman ? Oui ? C'est vraiment fini maintenant, n'est-ce pas ? Oui, c'est vraiment fini. » Décembre. Noël approchait. Lydiane m'a proposé de passer le réveillon ensemble, chez elle. Juste toi et moi, rien d'extravagant. Du saumon fumé, du champagne, un film. Parfait. Le 24 au soir, je suis arrivée chez elle vers 20h. Elle avait décoré l'appartement, un petit sapin, des bougies, de la musique douce. On a dîné, on a bu, on a parlé, de tout, de rien. Vers minuit, on a regardé par la fenêtre. Paris était illuminée, bruyante, vivante. Lydiane a dit « Tu sais ce qui est bizarre ?»« Quoi ?» Je pensais que cette année serait la pire de ma vie, mais finalement, c'est peut-être la meilleure. Pourquoi ? Parce que j'ai appris. J'ai appris ce que je ne veux plus jamais vivre. J'ai appris qui je suis vraiment. Et j'ai appris que tu seras toujours là, quoi qu'il arrive. Elle m'a regardée. Merci de ne jamais m'avoir abandonnée. J'ai pris sa main. Jamais. Janvier. Nouvelle année.
Lydiane avait l'air légère, presque insouciante. Un dimanche après-midi, elle m'a appelée. « Maman, devine quoi ?»« Quoi ?» ?»« J'ai un rendez-vous, un vrai rendez-vous. » »« Avec qui ?»« Un collègue. Thomas, il est architecte. On s'est rencontrés lors d'une mission commune. Il m'a invité à dîner. J'ai dit oui. »« Et tu te sens prête ?»« Je ne sais pas. Peut-être. Ou peut-être pas, mais je veux essayer. » Le rendez-vous a eu lieu. Lydiane m'a raconté. C'était agréable, vraiment agréable. On a parlé pendant 3 heures, de nos vies, de nos rêves, de rien. Il ne m'a posé aucune question indiscrète. Il ne m'a pas jugé. Il était juste gentil. « Tu vas le revoir ?»« Oui, la semaine prochaine. » Elle a souri. Mais je ne me précipite pas. Cette fois, je prends mon temps. Février, mars. Lydiane voyait Thomas régulièrement. 1 fois par semaine, parfois 2. Ils allaient au cinéma, au restaurant, se promenaient dans Paris. Elle ne m'en parlait pas beaucoup. Juste quelques détails, ici et là. Il est divorcé aussi, depuis 5 ans. Il a 2 enfants, ils vivent avec leur mère. Il te plaît ? Oui, mais j'ai peur. De quoi ? De refaire les mêmes erreurs, de ne pas voir les signes, de me retrouver piégée. Thomas n'est pas Édric. Je sais, mais comment en être sûre ? Je n'ai pas su quoi répondre. Un soir d'avril, Lydiane est arrivée chez moi sans prévenir. 22h30. Elle était en larmes. Qu'est-ce qui se passe ? Thomas. Il m'a demandé si je voulais rencontrer ses enfants. Et j'ai paniqué. Je lui ai dit que ce n'était pas une bonne idée, que c'était trop tôt, que je n'étais pas prête. Elle s'est assise sur le canapé. Il a été compréhensif. Il a dit qu'on pouvait attendre. Mais j'ai vu dans ses yeux qu'il était déçu. « Tu crois que tu as fait une erreur ? » ?»« Je ne sais pas. Peut-être. Ou peut-être pas. Je ne sais plus. » Elle a pleuré pendant 1 heure. Puis elle s'est calmée. « Maman, est-ce que je vais un jour arrêter d'avoir peur ? » ?»« Oui, un jour. »« Quand ? » ?»« Je ne sais pas. » Mais Lydiane a accepté de rencontrer les enfants de Thomas, un samedi après-midi, au parc Monceau. Elle m'a appelé le soir. Comment ça s'est passé ? Bien, je crois. Sa fille, Léa, a 8 ans. Son fils, Hugo, en a 6. Ils sont adorables, un peu timides au début, mais après, ça allait. Et Thomas ? Il était heureux, vraiment heureux. Il m'a regardé avec ses enfants et... je ne sais pas. C'était comme si quelque chose se mettait en place pour lui. Et pour toi ? Silence. Pour moi, c'était étrange parce que j'ai réalisé que je pourrais avoir ça. Une famille, des enfants, une vie normale, si je le voulais. Tu le veux ? Je ne sais pas encore. Juin. Céline Brochard m'a appelé. Aurélis, j'ai quelque chose à te dire, mais je ne sais pas si tu veux l'entendre. Vas-y. Édric Malevoix est de retour en France. Mon sang s'est glacé. Où ? Lyon. Il a trouvé un poste dans une PME, gestion de projets industriels, rien d'extraordinaire, mais apparemment, il va bien. Il s'est reconstruit. Pourquoi tu me dis ça ? Parce qu'il a contacté d'anciens collègues de Thalès pour leur demander des recommandations. Il essaie de revenir dans le circuit, doucement, sans faire de vagues. Et Calvat ? Calvat est à la retraite depuis janvier. Il ne s'occupe plus de rien. J'ai raccroché. J'ai hésité. Puis j'ai appelé Lydiane. Lydiane, Édric est revenu en France. Long silence. Où ? Lyon ? Il va bien ? Apparemment. Autre silence. Maman, je ne veux pas savoir, d'accord ? Je ne veux plus rien savoir sur lui. C'est fini, vraiment fini. D'accord. Juillet. Lydiane et Thomas sont partis en vacances ensemble. 2 semaines, en Corse, juste eux deux. Elle m'a envoyé des photos. Plage, montagne, coucher de soleil. Elle souriait sur toutes les photos. Quand elle est revenue, elle avait l'air apaisée. C'était bien ? Oui, très bien. Et Thomas ? Il est parfait. Enfin, pas parfait, mais bien, vraiment bien. Elle a posé son sac. Maman,
je crois que je suis amoureuse. Tu crois ou tu en es sûre? Les deux. Août, septembre. Lydiane passait de plus en plus de temps avec Thomas. Elle dormait souvent chez lui. Ils parlèrent de projets, d'emménager ensemble peut-être, pas tout de suite, mais bientôt. Un soir, elle est venue dîner chez moi, seule. Thomas n'est pas avec toi? Non, il est avec ses enfants ce week-end. On a mangé. Puis elle a dit, « Maman, je voulais te parler de quelque chose. » Je t'écoute. Thomas m'a demandé en mariage. Mon cœur s'est arrêté. Quand? Hier soir. Et tu as dit quoi? J'ai dit que j'avais besoin de réfléchir. Elle a bu une gorgée de vin. Je sais que c'est ridicule. Ça fait presque 1 an qu'on est ensemble. Je sais qu'il est quelqu'un de bien. Je sais que je l'aime. Mais j'ai encore cette peur de me tromper, de refaire les mêmes erreurs. Tu ne referas pas les mêmes erreurs. Comment tu peux en être sûr? Parce que tu n'es plus la même personne. Parce que tu sais maintenant ce que tu ne veux plus. Et parce que Thomas n'est pas Edric. Lydiane a posé son verre. Tu l'aimes vraiment, Thomas? Oui. Alors marie-toi avec lui. Elle a souri, faiblement. C'est aussi simple que ça? Oui. Octobre. Lydiane a dit oui. Ils ont prévu un mariage simple, pas de grande cérémonie. Juste la famille proche, quelques amis. En mai prochain, à la mairie du 18e. Puis un déjeuner dans un restaurant de Montmartre. Lydiane m'a demandé d'être son témoin. Tu es sûre? Évidemment. Qui d'autre? Novembre. Je suis tombée sur un article dans Le Figaro. Une petite annonce. Section économie. Edric Malvois, nouveau directeur commercial de Valcartier Industries, Lyon. J'ai découpé l'article. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai glissé dans un tiroir. Je ne l'ai montré à personne. Décembre, 2e Noël depuis le divorce. Lydiane l'a passé avec Thomas et ses enfants. Elle m'a invitée. J'ai refusé poliment. Vous avez besoin de temps ensemble, en famille. Tu fais partie de la famille, maman. Je sais, mais cette fois, profitez entre vous. Elle a insisté. J'ai tenu bon. J'ai passé Noël seule, avec un bon livre, un verre de cognac, de la musique classique. C'était paisible. Janvier. Nouvelle année. Lydiane et Thomas préparèrent le mariage, faire part, traiteur, invitation. Un dimanche, Lydiane est venue chez moi. Maman, j'ai une question. Vas-y. Est-ce que je devrais inviter papa? J'ai froncé les sourcils. Ton père est mort il y a 15 ans. Je sais, mais je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il devrait être là. D'une manière ou d'une autre. Il sera là, dans ton cœur. Lydiane a hoché la tête, puis elle a dit « Tu crois qu'il aurait aimé Thomas ?» Oui, j'en suis sûre. Février, mars, avril. Les préparatifs continuaient. Lydiane était stressée, heureuse, nerveuse, excitée. Thomas était calme, posé, souriant. Ils formaient un bon couple. Un soir, fin avril, j'ai reçu un message, numéro inconnu. « Bonjour Madame Auboisseau, c'est Edric. Je sais que vous ne voulez probablement pas de mes nouvelles, mais j'ai appris que Lydiane allait se remarier. Je voulais juste lui dire que je suis heureux pour elle et que je suis désolé pour tout. Bonne continuation. Et M. » J'ai lu le message 3 fois, puis je l'ai supprimé. Je n'ai rien dit à Lydiane. Le mariage a eu lieu le 15 mai. Une belle journée. Soleil, ciel bleu. Lydiane portait une robe simple, crème, élégante, pas de voile, juste des fleurs dans les cheveux. Thomas portait un costume gris clair, cravate bleu marine. La cérémonie a duré 20 minutes, simple, émouvante. Quand le maire a dit « Vous pouvez embrasser la mariée », toute la salle a applaudi. Lydiane m'a regardée. Elle pleurait, moi aussi. Au déjeuner, dans un petit restaurant rue des Abbesses, tout le monde riait, parlait, trinquait. À un moment, Lydiane s'est levée. Elle a pris la parole. Je voulais juste dire merci, à vous tous, à ma famille, à mes amis, et surtout, à ma mère.
Elle m'a regardée. Maman, tu m'as sauvée quand je ne croyais plus en rien. Quand je pensais que ma vie était finie, tu étais là. Tu as tout fait pour me protéger, pour me reconstruire. Sans toi, je ne serais pas là aujourd'hui. Alors merci, pour tout. Tout le monde a applaudi. Moi, je ne pouvais plus parler. Juin, juillet. Lydiane et Thomas sont partis en voyage de noces. 3 semaines. Japon, Tokyo, Kyoto, Osaka. Elle m'envoyait des messages de temps en temps. Courts, joyeux. Tout va bien. C'est magnifique ici. Thomas est aux anges. Moi aussi. Je t'aime, maman. J'ai répondu à chacun, brièvement, sans en faire trop. Quand ils sont revenus, Lydiane est passée chez moi, seule. Thomas était au bureau. Elle m'a apporté un cadeau, une boîte laquée japonaise, rouge et or, magnifique. C'est pour toi, pour te remercier. Encore. Tu n'as pas besoin de me remercier. Si, j'en ai besoin. On a bu du thé. Elle m'a raconté son voyage, les temples, les jardins zen, la nourriture, les gens. C'était reposant. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pensé à rien, juste au moment présent. C'est bien. Elle a posé sa tasse. Maman, il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Thomas et moi, on va déménager. Où? Aix-en-Provence. Thomas a reçu une proposition, un grand projet, rénovation d'un quartier historique. C'est une opportunité énorme pour lui. Et toi? Mon entreprise a accepté que je travaille en remote. Je pourrais revenir à Paris 1 semaine par mois. Mais sinon, je serai là-bas. Mon cœur s'est serré. Quand? Septembre. 2 mois, je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête. Tu es en colère? Non. Déçu? Non plus. Alors quoi? Rien, je suis heureuse pour toi. Lydiane m'a regardée. Elle savait que ce n'était pas toute la vérité. Mais elle n'a pas insisté. Août. Le mois est passé trop vite. Lydiane venait souvent, presque tous les jours, comme si elle voulait, je ne sais pas, graver ces moments, les emporter avec elle. On faisait des choses simples, des promenades, des dîners, du shopping. Un après-midi, on s'est promené au jardin du Luxembourg. Il faisait chaud. On s'est assise près du bassin. Lydiane a dit « Tu vas me manquer. Toi aussi. Tu viendras nous voir ?» Bien sûr. Souvent. Aussi souvent que possible. Elle a pris ma main. « Maman, tu sais que tu peux venir vivre avec nous, n'est-ce pas? Si un jour tu te sens seule, si tu en as besoin, il y aura toujours une place pour toi. » Je sais, merci. Mais je savais que je n'irais jamais vivre avec eux. Ce serait leur vie, pas la mienne. Le déménagement a eu lieu le premier week-end de septembre. Thomas avait loué un camion. Quelques amis sont venus aider. J'ai aidé aussi, à emballer, à porter, à organiser. À la fin de la journée, l'appartement de Montmartre était vide. Juste les murs blancs, les fenêtres ouvertes, le soleil qui entrait. Lydiane est restée là, au milieu du salon vide, à regarder autour d'elle. C'est bizarre. J'ai vécu ici 2 ans à peine, mais j'ai l'impression d'y avoir vécu toute ma vie. C'est parce que tu as recommencé ici. C'est ici que tu es redevenu toi-même. Elle a hoché la tête. Oui, c'est exactement ça. Ils sont partis le lendemain matin, très tôt, 6 heures. J'étais là pour leur dire au revoir. Lydiane m'a serré fort, très fort. Je t'aime, maman. Moi aussi. Thomas m'a embrassé sur les 2 joues. Prenez soin de vous, Aurélis, et venez nous voir bientôt. Promis. Ils sont montés dans la voiture. Lydiane s'est retournée une dernière fois. Elle souriait, mais ses yeux étaient humides. J'ai agité la main, puis ils sont partis. Je suis rentrée chez moi. L'appartement était silencieux. Trop silencieux. Je me suis fait du café. Je me suis assise dans le salon. J'ai regardé par la fenêtre. Paris continuait, bruyante, vivante, indifférente. Septembre, octobre. Lydiane m'appelait 2 ou 3 fois par semaine. Elle me racontait sa nouvelle vie. La maison qu'ils avaient louée, le jardin, les marchés provençaux, son travail. Tout va bien, maman. Vraiment bien. Tant mieux. Tu vas venir quand?
Bientôt. Mais je repoussais toujours. Il y avait toujours une raison, un rendez-vous, une obligation, quelque chose. La vérité, c'est que j'avais peur. Peur de les voir ensemble, heureux, sans moi. Peur de me sentir inutile. Novembre. Lydiane m'a appelée, voix excitée. « Maman, j'ai une nouvelle. »« Quoi ? » ?»« Je suis enceinte. » Mon cœur s'est arrêté. « Enceinte ? » ?»« Oui, 3 mois. On vient de le savoir. Enfin, on le sait depuis 2 semaines, mais on voulait être sûr avant de te le dire. »« Lydiane, c'est merveilleux. Tu es contente ? » ?»« Oui, oui, bien sûr. » Et c'était vrai. J'étais contente, vraiment contente. Mais j'étais aussi, je ne sais pas, triste ? Non, plutôt consciente. Consciente que sa vie continuait, loin de moi. Décembre. Noël approchait. Lydiane a insisté. « Maman, cette année, tu viens ici. Pas de discussion. C'est ton petit-fils ou ta petite-fille qui le demande. » J'ai ri. « D'accord, je viens. » Je suis arrivée la veille de Noël, en TGV, 3 heures de trajet. Thomas est venu me chercher à la gare. Il avait l'air heureux, reposé. « Aurélis, ça me fait plaisir de vous voir. » Moi aussi. On est allé chez eux. Une maison provençale, pierres apparentes, volets bleus, jardin avec des oliviers. C'était magnifique. Lydiane m'a accueillie sur le pas de la porte. Elle avait un petit ventre, pas énorme, mais visible. « Maman !» On s'est serré fort. « Tu es rayonnante. » C'est ce qu'on dit. Elle m'a fait visiter la maison, le jardin, la chambre d'amis qu'il m'avait préparée. « Tu es chez toi ici, maman. Toujours. » Le réveillon s'est passé à 4. Lydiane, Thomas, Léa et Hugo. Et moi. Les enfants étaient adorables. Un peu timides avec moi au début, puis de plus en plus à l'aise. Hugo m'a demandé « Tu es la grand-mère de qui ?» 2 personnes encore. Mais bientôt, je serai la grand-mère du bébé de Lydiane. « Ah, cool !» Léa a dit « Moi aussi je vais être grande sœur. Enfin, demi-grande sœur, c'est pareil ?» Oui, c'est pareil. Après le dîner, quand les enfants sont allés se coucher, Thomas s'est levé. « Je vous laisse, entre femmes. » Il est monté. Lydiane et moi sommes restés dans le salon. Feu de cheminée, lumière douce. « Maman, tu es heureuse ?»« Oui. Pourquoi tu me demandes ça ?»« Parce que, je ne sais pas. Tu as l'air ailleurs. Depuis que tu es arrivée, j'ai bu une gorgée de vin. Je suis juste fatiguée. » Ce n'est pas que ça. Silence. « Lydiane, je suis très heureuse pour toi, pour ta nouvelle vie, pour ce bébé, vraiment. Mais je réalise aussi que tu n'as plus besoin de moi. Et c'est bien, c'est normal, mais c'est difficile. » Lydiane s'est rapprochée. « Maman, je vais toujours avoir besoin de toi. » Non, plus comme avant. Tu as raison, plus comme avant, mais différemment. Et ce n'est pas moins important. Elle a posé sa tête sur mon épaule. « Tu seras toujours ma mère. Et maintenant, tu vas être grand-mère. C'est un nouveau rôle, mais c'est un beau rôle. » Je suis restée 3 jours. Puis, je suis repartie. Dans le train, j'ai regardé par la fenêtre. Les paysages défilaient. Vignobles, champs, villages. J'ai pensé à Lydiane, à sa nouvelle vie, à ce bébé qui allait naître. Et j'ai réalisé quelque chose. Ma fille n'avait plus besoin que je la sauve. Elle était sauvée. Et moi, j'étais libre. Janvier, février, mars. Les mois passaient. Je travaillais sur quelques dossiers de consultance, 3 ou 4 par mois. Rien d'extraordinaire. Juste assez pour m'occuper, pour me sentir utile. Lydiane m'appelait régulièrement. Elle me racontait sa grossesse, les échographies, les rendez-vous médicaux, les envies bizarres. Hier soir, j'ai mangé des cornichons avec du Nutella. C'est dégoûtant. Je sais, mais c'était délicieux. On riait. C'était agréable, mais distant, comme si on parlait à travers une vitre. Avril. J'ai reçu un appel de Céline Brochard. « Aurélis,
ça fait longtemps. Céline, tout va bien? Oui, je t'appelle parce que... Enfin, je ne sais pas si ça t'intéresse, mais j'ai entendu quelque chose. Quoi? Édric Malevoie, il s'est marié. Mon cœur n'a même pas battu plus vite. Rien. Juste rien. Ah! Avec une femme de Lyon, dentiste apparemment. Ils se sont mariés en mars, discrètement. Pourquoi tu me dis ça? Je ne sais pas, peut-être pour fermer la boucle, pour que tu saches que lui aussi a tourné la page. Merci Céline. J'ai raccroché. J'ai regardé par la fenêtre. Il pleuvait. Une petite pluie fine. Édric était marié. Lydiane était enceinte. Tout le monde avançait. Et moi, mai. Le bébé devait naître fin juin. Lydiane m'avait demandé si je voulais être là pour l'accouchement. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Lydiane. Pourquoi? Parce que c'est un moment intime entre Thomas et toi. Thomas sera là. Mais je veux que tu sois là aussi, s'il te plaît. J'ai hésité. D'accord. Fin juin. Lydiane m'a appelé. 2h du matin. Maman, ça commence. J'arrive. J'ai pris le premier TGV. 6h15. J'étais à Aix à 9h30. Thomas m'attendait à la gare. Il avait l'air épuisé, nerveux. Elle est à la clinique. Les contractions ont commencé vers minuit. On y est allé vers 3h. Ça progresse lentement. On est allé directement à la clinique. Bâtiment moderne, propre, calme. Lydiane était dans une chambre, en sueur, les cheveux attachés. Elle respirait profondément entre chaque contraction. Quand elle m'a vue, elle a souri. « Tu es là. Je suis là. » L'accouchement a duré 7 heures. 7 longues heures. Lydiane ne criait pas. Elle serrait juste les dents. Elle respirait. Elle poussait quand on lui disait de pousser. Thomas lui tenait la main. Il l'encourageait. Doucement, calmement. Moi, j'étais assise dans un coin. J'observais, en silence. À un moment, Lydiane m'a regardée. « Maman, reste. Je ne bouge pas. » Le bébé est né à 16h43. Une fille, 3 kg 200, 50 cm. Elle a pleuré immédiatement, fort, clairement. La sage-femme l'a posée sur le ventre de Lydiane. Lydiane pleurait. Thomas pleurait. Moi aussi. Le bébé avait les yeux fermés, les poings serrés. Elle cherchait déjà le sein de sa mère. Lydiane a murmuré « Bonjour, ma chérie. Bienvenue. » Plus tard, quand Lydiane s'est reposée, Thomas m'a demandé « Vous voulez la tenir? Je peux? » Bien sûr. Il m'a tendu le bébé. Délicatement. Comme un trésor fragile. Je l'ai prise dans mes bras. Elle était si petite, si légère. Elle dormait. Je l'ai regardée, ses traits minuscules, ses doigts parfaits. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De l'espoir. Le soir, dans la chambre, Lydiane m'a dit « Maman, on a choisi un prénom. » Lequel? Marguerite. Comme grand-mère. Ma mère s'appelait Marguerite. Elle était morte quand Lydiane avait 3 ans. C'est un beau prénom. Et son deuxième prénom, c'est Aurélis. Mon cœur s'est serré. Lydiane. Marguerite Aurélis Delombre. C'est parfait, non? Je n'ai rien pu dire. J'ai juste hoché la tête. Je suis restée 1 semaine. Pour aider. Pour être là. Lydiane apprenait. L'allaitement. L'échange. Les nuits blanches. Thomas était présent. Attentif. Doux. Ils formaient une vraie famille. Un soir, Lydiane m'a dit « Maman, tu te rends compte? Il y a 3 ans, je pensais que ma vie était finie. Et maintenant, regarde. » Elle tenait Marguerite dans ses bras. Le bébé dormait paisiblement. « C'est beau. » « Oui, et c'est grâce à toi. » « Non, c'est grâce à toi. Tu as fait les bons choix, au bon moment. Mais tu m'as aidé à les faire. Quand je suis repartie, Lydiane m'a accompagnée à la gare. « Tu vas me manquer, maman. Toi aussi. Tu reviendras bientôt? » « Oui, promis. » On s'est embrassés, longtemps. « Maman, merci, pour tout. De rien. » Dans le train, j'ai regardé les photos sur mon téléphone. Marguerite, Lydiane, Thomas, Léa et Hugo. Une famille. Et moi, j'en faisais partie.
différemment, mais j'en faisais partie. Juillet, août. Je suis retournée à Aix 2 fois, 1 semaine à chaque fois. Marguerite grandissait. Elle commençait à sourire, à réagir aux voix, à suivre du regard. Lydiane était fatiguée, mais heureuse. Vraiment heureuse. Thomas gérait bien. Il était un bon père. Patient, présent. Septembre. Je suis rentrée à Paris, pour de bon. Ma vie a repris son cours. Mes consultations, mes sorties, mes amis. Mais quelque chose avait changé. Je ne me sentais plus vide. J'avais un rôle. Grand-mère. Ce n'était pas le rôle que j'avais imaginé, mais c'était un rôle important. Octobre. Lydiane m'a envoyé une vidéo. Marguerite riait. Pour la première fois, un vrai rire, clair, joyeux. J'ai regardé la vidéo 10 fois, puis j'ai appelé Lydiane. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Tu es une bonne mère, Lydiane. Silence. Merci, maman, ça compte beaucoup pour moi. Novembre. J'ai reçu une carte, par la poste. Pas d'enveloppe, juste une carte postale, vue de Lyon. Quai de Saône. Au dos, une écriture que je reconnaissais. Chère Aurélis, j'ai appris que Lydiane était maman. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. À vous aussi. Sincèrement. Et M. J'ai lu la carte. 2 fois. Puis je l'ai mise dans un tiroir, avec l'article de journal de l'année dernière. Je ne sais pas pourquoi je les gardais. Peut-être parce qu'il faisait partie de l'histoire, même si cette histoire était terminée. Décembre. 2e Noël avec Marguerite. 6 mois. Je suis allée à Aix. 1 semaine entière. Marguerite avait beaucoup grandi. Elle commençait à se tenir assise, à attraper les objets. Elle me reconnaissait. Elle me souriait quand je la prenais dans mes bras. Le soir de Noël, après le dîner, quand tout le monde dormait, je suis descendue dans le salon. Marguerite était dans son berceau. Elle ne dormait pas. Elle me regardait. Je me suis assise à côté d'elle. « Bonjour, ma petite Marguerite. » Elle a souri. « Tu sais, ta maman a traversé des choses difficiles, très difficiles, mais elle s'en est sortie, parce qu'elle est forte et courageuse. Comme toi, je pense. » Marguerite a attrapé mon doigt. Et moi, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai protégé ta maman. Parce que c'est ce qu'on fait. Quand on aime quelqu'un, on le protège. J'ai regardé cette petite main qui serrait mon doigt. Et maintenant, c'est ton tour. Ta maman va te protéger, comme je l'ai protégée. Et un jour, peut-être, tu protégeras quelqu'un à ton tour. Marguerite a bâillé, puis elle a fermé les yeux. Je suis restée là, à la regarder dormir. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que tout avait un sens. Janvier, février, mars. Le temps passait différemment maintenant, plus doucement, sans urgence. Je continuais mes consultations, 2 ou 3 par mois, assez pour rester active, pas assez pour m'épuiser. J'allais à Aix 1 fois par mois, parfois 10 jours, parfois juste un week-end. Marguerite grandissait. Elle avait commencé à ramper. Elle explorait tout, touchait tout, mettait tout dans sa bouche. Lydiane était épuisée mais radieuse. Je ne dors plus depuis 9 mois, mais je n'ai jamais été aussi heureuse. Un soir d'avril, Lydiane m'a appelée. Voix étrange. « Maman, il faut que je te dise quelque chose. » Mon cœur s'est serré. « Quoi ?» J'ai reçu un message. D'Edric. Silence. Qu'est-ce qu'il voulait? Me féliciter. Pour Marguerite. Il a dit qu'il avait appris la nouvelle par d'anciens collègues. Il m'a souhaité d'être heureuse. Tu as répondu? Non, je ne sais pas si je dois. Tu ne dois rien, Lydiane. Rien du tout. Je sais. Mais je ne sais pas. Une partie de moi se dit que ce serait bien de fermer vraiment cette page, de répondre poliment, de dire merci, et de tourner définitivement la page. Et l'autre partie? L'autre partie a peur. Peur que ce soit une ouverture, peur qu'il recommence. Qu'est-ce que Thomas en pense? Il dit que c'est ma décision, que lui, il s'en fiche, que cette histoire ne le concerne pas. Silence. Maman, toi, qu'est-ce que tu ferais? J'ai réfléchi, longtemps. Je répondrai,
brièvement, poliment, pour clore définitivement. Mais je ne donnerai aucune information personnelle, aucune ouverture. D'accord. 3 jours plus tard, Lydiane m'a rappelé. Je lui ai répondu. J'ai juste dit « Merci pour ton message. Je te souhaite également d'être heureux, Lydiane. » Et rien. Il a répondu « Merci. Prends soin de toi. C'est tout. Je pense que c'est vraiment fini maintenant. » Mais j'étais à Aix. Marguerite avait 1 an. On a organisé une petite fête, juste la famille proche. Thomas, Lydiane, Léa, Hugo, moi. Marguerite ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, mais elle riait. Elle tapait dans ses mains, elle mangeait du gâteau avec ses doigts. C'était parfait. Le soir, quand tout le monde dormait, Lydiane et moi sommes sortis dans le jardin. Il faisait doux. Le ciel était clair. On entendait les cigales. « Maman, je voulais te demander quelque chose. Vas-y. Est-ce que tu regrettes tout ce que tu as fait pour moi, contre Édric ?» J'ai regardé les étoiles. Non, jamais. Même si ça a été violent, même si tu as peut-être détruit sa carrière. Lydiane, je n'ai rien détruit. J'ai juste dit la vérité à quelqu'un qui avait besoin de l'entendre. Le reste, c'était les conséquences de ses propres actes. Tu ne te sens pas coupable ? Non. Silence. Moi, parfois, je me sens coupable de ne pas avoir vu plus tôt, de ne pas avoir été plus forte. Tu n'as pas à te sentir coupable. Tu étais sous emprise. Ce n'était pas ta faute. Lydiane a posé sa tête sur mon épaule. Merci d'avoir été là. Toujours. Juin. Je suis rentrée à Paris. J'ai repris mes habitudes, mes consultations, mes sorties, mes amis. Un après-midi, je suis allée me promener au cimetière Montparnasse. Pas pour une raison particulière. Juste parce que j'aime cet endroit. Le calme, les arbres, les tombes anciennes. Je me suis arrêtée devant celle de ma mère, Marguerite Auboisseau, 1925-2003. « Bonjour maman ». Je parlais toujours à voix basse, même quand il n'y avait personne. « Tu as une arrière-petite-fille maintenant. Elle porte ton prénom. Marguerite. Elle te ressemble, je crois. Même caractère. Volontaire. Curieuse. » Le vent faisait bouger les feuilles. Lydiane va bien. Elle s'est reconstruite. Elle est heureuse. Tu serais fière d'elle. J'ai posé des fleurs, des lits blancs. Moi aussi, je vais bien. Enfin, je crois. Je suis seule. Mais ce n'est pas pareil qu'être solitaire. Je commence à comprendre la différence. Juillet, août. Les mois d'été sont passés lentement. J'ai voyagé un peu. Rome, Lisbonne, Prague, seule. C'était étrange, libérateur, parfois triste, mais surtout paisible. Septembre. Je suis retournée à Aix. Marguerite avait 15 mois. Elle marchait maintenant. Elle courait même. Elle parlait. Quelques mots. Maman. Papa. Non. Pas encore. Mamie. Un après-midi, Lydiane et moi étions dans le jardin. Marguerite jouait avec des cailloux. Maman, tu te souviens quand tu m'as dit que tu avais tout fait pour me protéger ? Oui. Est-ce que tu penses que j'aurais dû m'en sortir seule ? Sans ton aide ? Pourquoi tu me demandes ça ? Parce que, parfois, je me dis que peut-être j'aurais appris plus, si tu ne m'avais pas sauvée, si j'avais dû me sauver moi-même. J'ai réfléchi. Peut-être, mais peut-être aussi que tu n'aurais pas survécu, ou que tu aurais mis des années à t'en remettre. Et pendant ce temps, ta vie aurait continué à se dégrader. Tu penses que j'étais si faible ? Non, je pense que tu étais piégée, et qu'on n'échappe pas seul à ce genre de piège. Lydiane a ramassé un caillou. Maman, est-ce que tu as déjà regretté de ne pas t'être remariée, d'avoir passé toutes ces années seule ? Parfois, mais pas souvent. Pourquoi ? Parce que j'ai eu d'autres choses. Mon travail, mes amis, toi. Et maintenant, Marguerite. Ce n'est pas pareil qu'un compagnon. Non, mais c'est suffisant. Octobre. Je suis rentrée à Paris. J'ai reçu une invitation. Mariage d'une ancienne collègue, 63 ans.
Elle épousait un homme qu'elle avait rencontré 2 ans plus tôt. Veuf. 3 enfants adultes. Je suis allée au mariage. C'était simple, émouvant. Ils étaient heureux. Après la cérémonie, une femme s'est approchée de moi. « Aurélis Auboisseau ? Oui ? Je suis Mathilde Calva, la fille de Monsieur Calva. Mon père m'a souvent parlé de vous. » Mon cœur s'est accéléré. « Ah, comment va-t-il ? » « Il est décédé, en juin. Cancer du poumon. Je suis désolée. Merci. Avant de mourir, il m'a demandé de vous transmettre quelque chose. » « Quoi ? » Il m'a dit « Dites à Aurélis Auboisseau qu'elle a eu raison. Ce soir-là, elle a fait ce qu'il fallait faire. » J'ai senti mes yeux picoter. « Merci. » Mathilde a souri. Mon père était un homme de principe, rigide, parfois trop, mais il savait reconnaître le courage quand il le voyait. Novembre, décembre. L'année touchait à sa fin. Lydiane m'a appelé. « Maman, viens passer Noël avec nous, s'il te plaît. » « D'accord. » Le réveillon de Noël à Aix était parfait. Toute la famille réunie. Léa et Hugo, Thomas, Lydiane, Marguerite, moi. On a mangé, ri, joué avec les enfants. Regardé Marguerite essayer d'attraper les guirlandes du sapin. Vers minuit, Lydiane m'a pris à part. « Maman, je voulais te dire quelque chose. »« Quoi ? » ?»« Thomas et moi, on essaie d'avoir un 2e enfant. C'est merveilleux. »« Oui, et je voulais que tu le saches en premier. » Elle m'a serré dans ses bras. « Parce que tu es la personne la plus importante de ma vie, et tu le seras toujours. » Cette nuit-là, dans la chambre d'amis, je n'arrivais pas à dormir. Je pensais à tout. À ces 5 dernières années. À Édric. Au divorce. À la reconstruction de Lydiane. À Marguerite. Et je me suis rendu compte que j'avais fait ce qu'il fallait. Pas parfaitement. Pas sans erreur. Mais j'avais protégé ma fille. Je l'avais aidée à se reconstruire. Je l'avais libérée. Et maintenant, elle vivait. Vraiment. Le lendemain matin, Marguerite est entrée dans ma chambre. Elle a grimpé sur le lit. Elle s'est assise à côté de moi. « Mamie !» Mon cœur s'est arrêté. « Quoi ? » « Mamie. » Elle avait dit mon nom. Pour la première fois, j'ai souri. J'ai pleuré. « Oui, ma chérie, je suis ta mamie. » Elle a posé sa petite tête sur mon épaule et j'ai compris que tout avait un sens. Tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais traversé, ça avait mené à ce moment, à cette petite fille qui m'appelait mamie. Et c'était suffisant. Janvier, février, mars. L'hiver est passé, puis le printemps est revenu. Lydiane était enceinte de 4 mois. Tout se passait bien. Elle continuait à travailler. En remote, comme avant. Marguerite avait presque 2 ans. Elle parlait de plus en plus, des phrases entières, parfois. « Mamie, viens jouer. Mamie, regarde. Mamie, j'ai faim. » Chaque fois, mon cœur se serrait. De joie, de gratitude. Un mardi d'avril, j'ai reçu un appel, numéro inconnu. « Madame Auboisseau ? Oui ? Maître Desluc, je suis désolée de vous déranger. Je voulais vous informer. Édric Malvois est décédé. » Mon sang s'est glacé. « Quoi ? Il est décédé il y a 3 jours. Accident de voiture. Sur l'autoroute A7, entre Lyon et Valence. » Silence. « Madame Auboisseau ? Oui, je suis là. Je voulais vous prévenir. Au cas où vous souhaiteriez en informer votre fille. » Merci, maître. J'ai raccroché. Je suis restée assise, immobile, pendant longtemps. Édric était mort. J'ai essayé de ressentir quelque chose, de la tristesse, du soulagement, de la colère. Rien, juste du vide. J'ai appelé Lydiane, le soir même. « Lydiane, il faut que je te dise quelque chose. »« Quoi ? Ça va, maman ? Ta voix est bizarre. Édric est décédé. Accident de voiture, il y a 3 jours. » Long silence. « Lydiane ? Je suis là. » Autre silence. « Comment tu te sens ? » Je ne sais pas. C'est étrange. Je pensais que j'aurais ressenti quelque chose. Mais non, rien. C'est normal. Non, ce n'est pas normal. On a été mariés pendant 4 ans. Il a été une partie de ma vie. Et maintenant, il est mort. Et je ne ressens rien.
C'est parce que tu as déjà fait ton deuil, il y a longtemps, quand tu as divorcé. Silence. Oui, tu as raison, c'est exactement ça. Lydiane n'est pas allée aux obsèques. Elle ne voulait pas, Thomas non plus. Ce n'est plus ma vie, maman. C'est une vie que j'ai quittée. Moi non plus, je n'y suis pas allée, mais j'ai envoyé des fleurs, anonymement. Pas pour Édric, pour sa femme, pour sa famille, parce qu'ils méritaient de pleurer leur mort, même si nous ne le pleurions pas. Mais, juin, la vie continuait. Lydiane accouchait dans 2 mois. Un garçon cette fois. Ils avaient déjà choisi le prénom. Julien. Simple. Classique. Marguerite était excitée. Elle ne comprenait pas vraiment, mais elle savait qu'il y aurait un bébé. « Mamie, le bébé va venir ?»« Oui, bientôt. »« Je vais jouer avec lui ?»« Oui, quand il sera un peu plus grand. » Un après-midi de juin, j'étais dans mon appartement à Paris. Je rangeais des papiers, vieux contrats, factures, lettres, et je suis tombée sur le tiroir, celui où j'avais rangé l'article de journal, et la carte postale d'Édric. Je les ai sortis, je les ai regardés. L'article, Édric Malevoie, nouveau directeur commercial de Valcartier Industrie, Lyon. La carte, chère Aurélis, j'ai appris que Lydiane était maman. Je lui souhaite tout le bonheur du monde, à vous aussi, sincèrement, et M. J'ai relu les 2, lentement, puis je les ai déchirés, en petits morceaux. Je les ai jetés à la poubelle. Édric était mort. Cette histoire était terminée, vraiment terminée. Juillet. J'étais à Aix quand Lydiane a accouché, 4 heures du matin. Accouchement rapide, 3 heures seulement. Julien est né, 3 kg 500, 52 cm. Il pleurait moins que Marguerite. Il était calme, serein. Lydiane le tenait dans ses bras. Elle souriait, épuisée, mais heureuse. « Regarde, maman, regarde ce qu'on a fait. » Il est magnifique. Thomas était assis à côté d'elle. Il caressait les cheveux de Lydiane. Doucement, tendrement. Il formait une image parfaite, une famille. Et moi, j'étais là, en périphérie, mais présente. Août, septembre. Les mois ont passé. Julien grandissait. Marguerite s'habituait à son petit frère. Parfois jalouse, parfois protectrice. Un soir de septembre, Lydiane m'a appelée. « Maman, tu sais quoi ?»« Quoi ?» Marguerite a dit quelque chose aujourd'hui. Elle a dit « Mamie protège tout le monde ». Mon cœur s'est serré. Pourquoi elle a dit ça ? Parce qu'elle t'a vu avec Julien. Tu le tenais dans tes bras. Et elle a dit ça. Spontanément. Mamie protège tout le monde. Silence. C'est joli. Oui, et c'est vrai. Tu protèges tout le monde. Moi, Thomas, les enfants. Tu es le pilier de cette famille. Non, Lydiane, toi tu es le pilier. Moi je suis juste là. C'est pareil. Octobre. J'ai reçu une lettre. Par la poste. Enveloppe blanche. Écriture soignée. Pas d'adresse d'expéditeur. J'ai ouvert. Chère Madame Auboisseau, je m'appelle Claire Malevoie. J'étais l'épouse d'Édric. Je sais que nous ne nous sommes jamais rencontrés. Et je comprends pourquoi. Édric m'a parlé de vous, de votre fille, de ce qui s'est passé. Pas tout de suite, mais petit à petit. Au fil des mois, des années. Il m'a dit qu'il avait été terrible, qu'il avait détruit quelque chose de précieux et qu'il le regrettait profondément. Je ne vous écris pas pour vous demander pardon en son nom. Ce n'est pas ma place. Je vous écris juste pour vous dire merci, parce que ce qu'il a vécu avec vous, avec Lydiane, l'a changé. Quand je l'ai rencontré, il était différent, plus humble, plus conscient, moins arrogant. Il n'était pas parfait, loin de là, mais il était meilleur que l'homme qu'il avait été. Je ne sais pas si cette lettre vous apportera quelque chose, mais je voulais que vous sachiez que votre combat n'a pas été vain, pas seulement pour Lydiane, mais aussi pour Édric, d'une certaine manière. Prenez soin de vous. Sincèrement, Claire Malevoie. J'ai lu la lettre 3 fois, puis je l'ai pliée,
Je l'ai rangé dans un tiroir. Pas le même que les autres papiers, un tiroir différent. Et j'ai pleuré. Pas de tristesse, pas de colère, juste de soulagement. Novembre, décembre. L'année touchait à sa fin. Lydiane m'a appelé. « Maman, viens pour Noël, comme l'année dernière, s'il te plaît. » Avec plaisir. Le réveillon de Noël était parfait. Toute la famille. Léa, Hugo, Thomas, Lydiane, Marguerite, Julien et moi. On a mangé, ri, joué. Regardé Marguerite ouvrir ses cadeaux en criant de joie. Regardez Julien dormir paisiblement dans son berceau. Vers minuit, quand tout le monde était allé se coucher, je suis sortie dans le jardin. Il faisait froid. Le ciel était clair. Les étoiles brillaient. Je me suis assise sur un banc. J'ai respiré l'air frais, profondément. Et j'ai pensé à tout. À ma vie, à Lydiane, à Édric, au divorce, à la reconstruction, à Marguerite, à Julien. Et j'ai réalisé quelque chose. Ma vie n'avait pas été parfaite. J'avais fait des erreurs. J'avais été dure, parfois trop dure. J'avais manipulé, calculé, détruit. Mais j'avais aussi aimé, protégé, sauvé. Et au final, c'était ça qui comptait. Pas la perfection, pas la morale irréprochable, juste l'amour. Lydiane est sortie dans le jardin. Elle s'est assise à côté de moi. « Tu vas bien ? » « Oui. »« Tu pensais à quoi ? » ?»« À tout, à rien. » Lydiane a pris ma main. « Maman, tu sais ce que Marguerite m'a dit ce soir ? » ?»« Non. » Elle m'a dit « Mamie est triste parfois, mais elle sourit quand même. » J'ai souri. Elle est observatrice. « Oui, comme toi. » Silence. « Maman, est-ce que tu es heureuse ? » J'ai réfléchi. « Oui, à ma façon. » « C'est suffisant ? » « Oui, c'est suffisant. » Lydiane a posé sa tête sur mon épaule. « Je t'aime, maman. » Moi aussi. Ce soir-là, dans mon lit, je n'arrivais pas à dormir. Je pensais à cette question. Est-ce que j'étais heureuse ? Oui. Non. Peut-être. J'étais seule, mais pas solitaire. J'avais ma fille, mes petits-enfants, ma famille. Je n'avais pas d'amour romantique, pas de compagnon, pas de main à tenir le soir, mais j'avais autre chose. J'avais la certitude d'avoir fait ce qu'il fallait, au moment où il le fallait. J'avais sauvé ma fille, je l'avais protégée, je l'avais aidée à se reconstruire. Et maintenant, elle vivait, vraiment. Elle était heureuse, entourée, aimée. Et moi, j'étais là, en retrait, mais présente. Toujours. Le lendemain matin, Marguerite est entrée dans ma chambre. Comme l'année dernière, elle a grimpé sur le lit. Elle s'est blottie contre moi. « Mamie ? Oui, ma chérie ? Tu restes toujours ? Comment ça ? Tu restes toujours avec nous ? » J'ai caressé ses cheveux. « Oui, je reste toujours. »« Promis ? » ?»« Promis. » Marguerite a souri, puis elle a fermé les yeux, et moi aussi. Parce que c'était suffisant, cette promesse, cette présence, cet amour, c'était suffisant. Si cette histoire t'a touché, ou si tu te reconnais dans ce récit, rappelle-toi que tu n'es pas seul. La violence n'est jamais de ta faute, et demander de l'aide est le premier pas pour retrouver ta lumière. Voici les numéros d'aide en France. S'il te plaît, utilise-les. Ta vie a de la valeur et la guérison est possible.